Je suis Alain Vernier et je vous souhaite la bienvenue sur ce premier podcast de 2024 de Kindness for Business. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Kindness for Business, c'est un mouvement européen et une association suisse. Et au sein de cette association, nous militons pour des organisations porteuses de sens, centrées sur l'humain, des organisations qui apportent une contribution positive pour leur communauté et qui soient porteuses de sens. Aujourd'hui, on a deux premières. D'abord, le podcast est filmé et ensuite, pour la première fois, on a deux invités. Et ces deux invités, ce sont Caroline Perrault et Jean-Pierre Dantine, qui sont les représentants aujourd'hui du centre Enterprise for Society basé à Lausanne. Alors j'ai envie de vous dévoiler un peu les coulisses de ce projet parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. En réalité, on en parle depuis 2023. On avait même commencé un premier enregistrement en août 2023 qu'on n'avait pas pu terminer. Et donc on reprend aujourd'hui, début 2024, ce magnifique projet et je suis vraiment donc très heureux de vous présenter Jean-Pierre et Caroline. Alors, chère Caroline et cher Jean-Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, je peux déjà dire, je crois, sans trop me tromper, que nos deux organisations ont en commun de s'adresser un peu au même public, c'est-à-dire des leaders ou des futurs leaders, des entrepreneurs qui ont envie d'avoir un impact, qui ont envie de mettre l'humain au centre, j'ai envie de dire pour, par, avec l'humain, au service de la société. Et aujourd'hui, on va parler d'éducation et je suis vraiment ravi qu'on aborde ce thème parce que l'éducation, préparer les leaders de demain, c'est essentiel, à mon avis, et je pense que vous le confirmerez, pour affronter les défis que vont rencontrer nos organisations, nos entreprises, mais plus globalement nos sociétés. On est face à un tournant et des défis que peut-être l'humanité n'a jamais vraiment connus, avec cet empilage de défis sociologiques, économiques, écologiques, politiques, qui en plus ont une échelle mondiale et qui se superposent et s'entrecroisent. Donc on va parler d'éducation, on parlera aussi évidemment du centre Enterprise for Society, du master, on parlera peut-être de différences culturelles et de leadership, mais d'abord je vais commencer par vous présenter. Alors Caroline, tu as rejoint donc l'EPFL en 2021, tu t'occupes du master dont on parlera, le master MST, et puis tu es diplômée de l'école hôtelière de Lausanne. Tu as donc assez naturellement été travailler dans l'industrie hôtelière dans divers pays, aux États-Unis, en Australie, en France, avant de revenir en Suisse en 2007. Tu as rejoint alors l'IMD en tant que coordinatrice du groupe Evian, une coalition internationale d'entreprises, de gouvernements et de leaders d'opinion. Donc déjà là aussi une plateforme avec beaucoup d'intervenants. Et puis en 2012, cette fois, tu es en charge du programme de Master AISTS, qui est donc l'Académie internationale des sciences et des techniques du sport. Cette expérience t'a permis de travailler avec plusieurs universités, le PFL, l'UNIL, l'UNIGE, l'IMD, l'EHL, beaucoup d'acronymes, mais aussi avec le CIO, donc le Comité international olympique, la ville de Lausanne et le canton de Vaud. Et puis plein d'associations sportives. Ça te va comme résumé ? C'est parfait, c'est exact. D'accord. Et alors Jean-Pierre, nous on se connaît depuis 2020. Alors je vais pas réussir enfin je vais vous voyez, hein, je vais tutoyer Caroline, mais vous je vais pas réussir. On va rester sur le vouvoiement si ça vous convient. Vous êtes le managing director donc, du centre Enterprise for Society. J'ai l'impression que ce qui vous caractérise, c'est de créer des liens, de créer des ponts. On vous trouve souvent là où il y a des collaborations entre plusieurs institutions. Vous avez, on va reprendre dans l'ordre, hein, vous avez étudié à Carnegie Mellon, vous êtes docteur en philosophie. Vous êtes actuellement à la fois professeur à l'IMD, ou en tout cas chercheur à l'IMD, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et de l'EPFL. Vous êtes membre de plusieurs conseils d'administration de fondations, dont la fondation Lennart ou la fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche. De 2015 à 2021, vous avez été président de l'école d'économie de Paris, là encore issu de plusieurs institutions, une émanation de plusieurs institutions. On va peut-être pas toutes les citer, mais il y a le CNRS, l'École normale supérieure, l'INRA, l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, etc. De 2010 à 2015, vous avez été membre de la direction de la Banque nationale suisse et son vice-président à partir de 2012. Vous avez été également Managing Director du Swiss Finance Institute depuis sa fondation en 2006 jusqu'à fin 2009.
Donc un parcours essentiellement dans la finance, mais finalement au service du bien commun, avec des valeurs humanistes qui me semblent profondes et profondément incarnées. Est-ce que ce résumé vous convient ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on va en rester là sinon. Il y a quelques imprécisions, mais elles ne sont pas graves. D'accord. Alors, je vous propose peut-être de présenter le centre Enterprise for Society, dont le petit diminutif est E4S. Qu'est-ce que c'est et voilà, qui veut le faire? Je commence, et puis voilà. Donc, d'abord, pour être sûr, c'est un centre interuniversitaire, donc on est un institut académique en quelque sorte. Donc c'est un centre qui a été mis sur pied conjointement par l'Université de Lausanne, l'IMD et les PFL. Ce qui est une première déjà dans l'histoire de ces trois institutions qui se côtoient à Lausanne, mais qui jusqu'à présent avaient des collaborations qui étaient assez modestes. Pourquoi? Alors, c'est un centre académique, donc c'est un centre de recherche. On va parler de l'enseignement, mais au départ, il y a quand même la création d'idées. Hein, c'est l'idée il faut réfléchir à ces problèmes qu'on a évoqués, qui sont des problèmes extrêmement sérieux dans le monde d'aujourd'hui, et qui, à certains égards, sont assez nouveaux. Et donc, il y a toute une activité de recherche qui est de recherche appliquée. Alors, tout de suite, je veux dire que c'est un centre de recherche, mais que ce n'est pas un centre de recherche typique. C'est un centre de recherche qui a une ambition d'action, d'où les liens d'ailleurs que l'on peut avoir entre nos deux institutions. Donc c'est un centre de recherche appliquée, en d'autres mots, on va créer des idées, on va rassembler des idées, et on va s'assurer que lorsqu'elles sont convaincantes, elles vont être mises à disposition de ceux qui prennent des décisions. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir un impact sur le monde, sur les questions qui nous occupent. C'est un centre académique, c'est un centre de recherche, et bien sûr, dans la partie diffusion, il y a la notion d'éducation, à la fois en commençant par les plus jeunes. C'est là qu'on va parler de notre master en Sustainable Management and Technology, donc qui est un master qui est destiné aux jeunes étudiants, et puis, mais aussi de manière croissante avec des cadres d'entreprise, parce que les entreprises sentent ce besoin. Et peut-être que je vais parler dès le début du besoin, au fond. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Le besoin, c'est, comme on l'a dit, c'est les défis dans lesquels nos sociétés sont confrontées et qui nous agressent un petit peu de partout et qui demandent vraiment une réflexion sur le monde économique, sur la gestion des entreprises, sur le rôle des entreprises, sur leur responsabilité. Et la conviction de départ, c'est qu'au fond, la manière dont on forme les dirigeants du futur doit être teintée par ces préoccupations, doit être modifiée, même modifiée de manière assez fondamentale. Et donc c'est ce qui a été au cœur de notre constitution d'une coalition, de dire ensemble, les PFL, l'université, l'IMD, il faut qu'on aille plus loin que ce qu'on fait jusqu'à présent dans la formation des futurs cadres et dans la diffusion des idées qui soutiennent cette formation. Troisième élément qui est lié, c'est un peu la notion d'innovation, c'est-à-dire que si on veut changer le monde, ça va passer souvent à travers des innovateurs, des start-up, et plus généralement par des actions déterminées de connexion entre les idées nouvelles et l'action. Et donc on a ces trois piliers, un pilier recherche, un pilier éducation, formation, un pilier activer change, on l'appelle, donc activer le changement, innovation. D'accord. Alors peut-être pour nos auditeurs francophones, pas suisses, parce qu'en Suisse, je pense que tout le monde connaît l'UNIL, l'IMD et le PFL, mais peut-être redire ce que c'est. Donc le PFL, c'est une école d'ingénieurs qui fait partie des toutes premières au niveau mondial, hein, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est vraiment une référence. L'IMD, qui est plutôt orienté sur la formation des managers et des leaders déjà en poste, mais qui là aussi fait partie du top 3 mondial dans l'executive education. Et puis l'UNIL avec notamment HEC, qui est un département de l'UNIL et qui là s'adresse plus aux jeunes qui se forment à des métiers de manager et de leader. Hein. Et qui l'UNIL couvre toutes les sciences sociales, plus la médecine. Ouais. Et ça c'est important pour nous parce qu'on voit très bien que dans la
réflexion sur toute cette problématique. Il faut être interdisciplinaire, il faut aller au-delà d'une vision très étroite des problématiques, et notamment l'ensemble des sciences sociales doit être mis à contribution. Donc alors ça c'est quand même j'imagine une difficulté quand on met en place un centre pareil, c'est qu'on veut faire de l'interdisciplinaire, mais on sait bien que qui dit interdisciplinaire dit aussi un peu des chapelles, hein, donc sans doute un peu des tensions entre les différentes chapelles, et puis qu'à un moment donné, vous voulez aussi apporter un regard neuf, de l'innovation, donc ça veut dire peut-être aller chercher certains profils. Est-ce que ça a été compliqué d'arriver, enfin vous le disiez, hein, les trois institutions sont basées à Lausanne, elles se côtoient, elles ne travaillaient pas forcément beaucoup ensemble, donc là il faut les mettre ensemble, il faut aller chercher des profils particuliers. Est-ce que ça a été compliqué ou pas forcément ? Oui, c'est compliqué dans le sens où c'est pas un problème de tension le plus souvent, enfin j'en ai pas vécu vraiment. Par contre, il y a un problème qui sont trois institutions de pointe. Ça veut dire qu'on demande aux chercheurs, aux professeurs d'être vraiment à la pointe. Et typiquement, de nos jours, ça veut dire être dans un domaine très étroit et travailler un peu en silo. C'est une manifestation qu'on trouve absolument partout. Et la difficulté, c'est de leur dire, faites un pas en arrière, on va peut-être être un petit peu moins tendu vers être la frontière des connaissances. On va faire un pas en arrière et essayer de regarder un tout petit peu plus latéralement et de travailler ensemble. Donc là, la difficulté, elle est là, elle est toujours là, c'est pas résolu, ça, c'est un des problèmes sur lesquels on travaille sans arrêt. Par contre, le bénéfice, c'est que quand ça fonctionne, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des complémentarités qu'on n'avait jamais imaginées avec des gens qui sont simplement de l'autre côté de la route, et on fait des choses qui sont totalement nouvelles et très, très, très créatives et qui vont qui apportent des meilleures réponses aux problématiques que l'on pose. D'accord. Caroline, moi j'aimerais savoir ce qui t'a séduit dans ce projet, et puis peut-être pour compléter ce que disait Jean-Pierre à l'instant, quand ça fonctionne, ça doit être merveilleux. Alors est-ce que tu veux nous partager des exemples de choses un peu incroyables qui se sont créées depuis que tu as rejoint le centre ? Bon, je pense que moi, ce qui m'a attirée dès le départ, c'était évidemment cette collaboration de ces trois institutions que je connaissais pour y avoir travaillé précédemment. Le gros challenge, effectivement, c'est de fédérer tout ce petit monde dans un objectif et une direction commune. Donc moi, c'était ça qui me plaisait. Avoir ce nouveau programme commencé, c'était pas tout à fait une page blanche quand je suis arrivée parce que beaucoup de choses avaient déjà été mises en place, mais il fallait lancer ce master. Donc là, le challenge était quand même conséquent. On ne savait pas très bien qui allait mordre à l'hameçon, combien d'étudiants allaient postuler, quelle classe, quels étudiants allaient finalement nous rejoindre. Donc toute cette mise en place a été un challenge que j'ai trouvé super intéressant dès le départ. Après, mettre ces trois institutions de pointe, évidemment que c'était aussi très attractif. Qu'est-ce que je pourrais dire sur des exemples il n'y en a pas qui me viennent là tout de suite, okay. Mais c'est vrai que le côté besoin de fédérer, c'est d'un côté ce qui est compliqué, puis d'un côté ce que je trouve très, très, très plaisant et très, très intéressant, parce que c'est vrai qu'il faut mettre tout ce petit monde autour d'une même table, avec des priorités qui ne sont pas toujours les mêmes, des idées, une culture d'entreprise qui n'est pas la même, et dans le but final, c'est de dire, ben voilà, nous on veut équiper cette nouvelle génération. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être sûr qu'on part dans la bonne direction. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un process qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que 3 ans après le début du master, on a toujours ces mêmes discussions, et on se repose toujours ces mêmes questions, et c'est ce qui fait que c'est super intéressant. Caroline a vu un peu les choses depuis top-down, en quelque sorte. Si on reprend bottom-up, c'est-à-dire si on regarde la partie des étudiants, on voit qu'on a déjà des exemples très intéressants de travail, interdisciplinaire. Nos étudiants sont partiellement des étudiants venant des écoles d'ingénieurs et partiellement en partie des étudiants qui viennent de HEC ou des écoles de sciences sociales. Et les mettre ensemble sur des projets où ils doivent apprendre à travailler ensemble et à valoriser la complémentarité de leurs compétences est quelque chose qui a déjà produit de très très beaux résultats. Oui, alors moi j'ajouterais juste effectivement qu'on a en effet le témoignage de nos étudiants
qui valide en fait et qui voit vraiment la valeur de cette collaboration, d'avoir ces deux populations, ces étudiants de profils différents qui sont amenés à travailler ensemble dès le départ est d'une richesse folle. Et puis, ils bénéficient du savoir, de l'expertise de leurs copains. Ils partagent et ça a une force incroyable. Et on se rend compte qu'après les 2 ans de master, ils voient vraiment le bénéfice de ce programme et de cette nouveauté qui est assez peu commune et donc très riche. D'accord. Alors, je crois qu'il y a la particularité du centre, c'est que vous avez une gouvernance un peu tricéphale. On voit aussi que d'une certaine manière, les étudiants doivent s'organiser sans doute aussi pour être dans l'interdisciplinaire. Alors, il y a un peu un effet miroir. Est-ce que dans l'enseignement, est-ce que vous apprenez en termes de gouvernance entre les institutions, est-ce que les étudiants apprennent, est-ce que tout ça se connecte à un moment donné en enseignement pour parler de gouvernance, pour parler de ces questions d'intelligence collective peut-être, qui doivent être au cœur de la gestion du centre et de ses programmes? Alors, je crois que la réponse est positive, mais pas terminée. En d'autres mots, d'abord, les enseignants, donc l'enseignement de nos programmes, c'est en fond un tiers des professeurs de l'IMD, un tiers des professeurs de l'EPFL, un tiers des professeurs de l'université. Et il y a des réunions de coordination pour s'assurer que chacun tient compte de ce que fait l'autre. Mais il est clair qu'on est encore là, peut-être dans un modèle un peu classique, où un professeur est responsable d'un cours. Alors on doit continuer à pousser pour que cette coordination aille jusqu'au bout. Et il y a quand même quelques cours aussi où il y a 2 professeurs qui interagissent ensemble. On souffre un tout petit peu quand même d'une institution, d'un ensemble d'institutions qui sont avec de longues histoires et des histoires prestigieuses et un petit peu bureaucratiques à certains niveaux. On essaie de s'en dégager. Je crois qu'on le fait déjà sur un certain plan, mais ce n'est pas terminé. On doit continuer à aller dans cette direction-là. Okay. Oui, absolument. On a eu dernièrement d'ailleurs une réunion avec tous les profs et effectivement, le souhait serait de pouvoir faire des liens davantage entre un cours et un autre, utiliser peut-être une étude de cas dans un cours qui aurait eu une perspective et puis de reprendre ce même cas avec une autre perspective sur un cours d'une autre matière. Donc ça fait partie des choses qui sont en évolution et on souhaite davantage créer ces ponts, mais effectivement c'est encore dans la to-do list. D'accord. Un geste plus positif, évidemment, comme on travaille beaucoup sur projets, donc les étudiants font beaucoup de projets, presque tous les cours ont des projets, ce qui est d'ailleurs un problème en termes de leur allocation de temps, mais ces projets effectivement permettent assez naturellement de faire des connexions. Mais effectivement, on peut encore aller plus loin. Oui, effectivement, j'allais dire, il y a les cours où chaque enseignant a son programme, mais il est vrai que dans le 3e semestre, on a ce qu'on appelle les Transformative Projects, où les étudiants travaillent en groupe de 3, 4 ou 5 avec un client existant sur une problématique existante. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour eux de tout mettre ensemble, en fait, et de vraiment faire les liens avec tout ce qu'ils ont appris sur les 2 et 3e semestres, mais sur une real world, real learning, comme ils disent à l'IMD, qui vraiment sont des projets concrets. Alors là, ce qu'on n'a pas dit, et qu'il faut qu'on dise quand même, c'est que donc le master, la première volée, la première promotion a terminé en octobre. C'est exact. Donc là, on imagine qu'il y en a déjà pas mal qui sont rentrés dans les entreprises. Il y a évidemment les promos qui suivent. Là, je crois que la 2e volée, ils partent maintenant en entreprise. Vous devez être quand même super fiers, j'imagine, déjà de ce premier achievement qui est une première volée qui est sortie. Et puis ensuite, ça enchaîne. Est-ce que vous avez envie de nous raconter comment ça se passe, où sont partis ces étudiants, quel lien vous avez avec eux? Est-ce que vous avez envie de parler de cette première réussite, en fait? Alors, je vais commencer. Oui, évidemment qu'on est très fiers d'avoir... alors, j'imagine, Jean-Pierre a travaillé sur le projet depuis quelques années, avant qu'il démarre. Donc, voir la première volée graduée, c'est une grande fierté. Donc, 28 personnes sont sorties avec notre diplôme. On reste en contact étroit. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté d'alumni et puis qui deviennent les ambassadeurs du programme, qui continuent à communiquer avec les volées d'après. Donc, pour l'instant,
ça marche. On espère que sur le long terme, ça va continuer, puis surtout que ça va grandir. On est fiers de voir qu'il y a une diversité d'emplois, en fait. Les étudiants sont partis dans des grosses entreprises, ça peut être dans l'horlogerie, par exemple, dans le conseil, dans la banque. Et on est surtout très content de voir que sur tous les étudiants qui étaient en recherche d'emploi, quasiment la totalité a eu un emploi à la sortie du programme. Un certain nombre d'étudiants a décidé de faire un petit break. Il y a classique maintenant. Classique, il y a eu le Covid, ils ont enchaîné bachelor-master. Et c'est vrai qu'il y en a quand même 5 ou 6 qui ont dit « je vais prendre 5-6 mois, je vais voyager ». Donc eux vont probablement bientôt revenir et je pense qu'ils vont nous recontacter pour essayer d'activer le network, pour nous faire part de ce qu'ils cherchent. Et puis, ce master SMT, c'est un master un peu de niche. C'est vrai qu'on les chouchoute un peu, nos étudiants. On tient à garder ce contact et à maintenir la relation entre chaque cohorte. Donc, pour l'instant, on y arrive et on espère qu'on va pouvoir pérenniser tout ça. Oui, alors je dirais les sources de satisfaction, ça a commencé déjà au niveau de la classe, hein, c'est la première cohorte, mais les deuxièmes et troisièmes suivent, il y a une énorme solidarité. Donc il y a vraiment le sentiment d'appartenance à quelque chose. Hein. Kindness for business, je ne sais pas comment on dirait là, mais ils sont bien partis pour être dans cette vision-là. Ils sont très solidaires les uns avec les autres et je trouvais que déjà le climat de classe était déjà quelque chose qui était très gratifiant. Puis après, un deuxième niveau, c'est ce Transformative Project dont a parlé Caroline, où vraiment, sur base de projets qu'on a définis avec des partenaires, donc c'est tous des projets réels, proposés par des partenaires, les groupes d'étudiants ont fait des rapports qui ont enchanté l'ensemble des partenaires, 100%, et que nous, quand on le regardait, on dit là, il y a vraiment quelque chose qui a été fait grâce à ce travail collectif, donc très, très gratifiant. Troisième étape, on a proposé des stages, donc le 4e semestre, c'est un problème de stage. Tous les étudiants ont reçu des stages. Le plus souvent, d'ailleurs, ils ont eu des offres, ce qui nous a posé de temps en temps des problèmes. C'était plusieurs offres, parce qu'évidemment, les entreprises, les partenaires voulaient un stagiaire, et puis le stagiaire, ça parfois alignant, mais en fait, tous les étudiants ont eu un stage. Et je crois que tous les étudiants qui ont un stage ont eu une offre de l'entreprise avec laquelle ils ont fait un stage à la fin. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et puis après, voilà, sur le marché du travail, là, effectivement, on voit qu'on n'est pas dans un modèle standard, de MBA standard. Ils ne cherchent pas l'entreprise qui va les payer le plus, il y a une vraie diversité, beaucoup d'attention aux problèmes de durabilité et aux problèmes liés à toute la formation qu'ils ont eu. En général, c'est des postes assez profilés pour ce type d'étudiants, je trouve, il me semble, c'est ce que j'ai. Et puis, effectivement, l'idée que, certains pensent que, oui, avoir un job, c'est important, avoir un salaire, il en faut bien, mais enfin, il y a d'autres choses qui sont plus importantes dans la vie, et puis ils prennent leur temps peut-être pour choisir. Ils refusent des jobs qui nous paraissent être extraordinaires pour aller faire quelque chose qui est un peu caractéristique. Je trouve ça très, très bien, mais évidemment, ça fait partie de ce modèle nouveau que nous avons mis sur pied, avec des corollaires qui sont parfois un peu inattendus. J'ai l'impression que vous arrivez aussi un peu au bon moment, parce qu'il y a quelques années en arrière, puis on a vu des mouvements en France de jeunes diplômés qui disaient « travailler dans ces grandes entreprises, c'est plus possible, on va aller faire complètement autre chose, faire de la permaculture ou s'engager dans des projets plus militants ». Aujourd'hui, je crois que les entreprises ont compris que les problématiques d'ESG, de durabilité, etc., c'est pas juste une mode et puis qu'il suffit pas juste de faire un rapport. Peut-être qu'il y a aussi une question de timing. Finalement, vous avez conçu le projet il y a maintenant quelques années en arrière, puis les étudiants arrivent. Est-ce que ça correspond? Est-ce que vous avez le sentiment, c'est évidemment une opinion que je vous demande, mais est-ce que vous avez le sentiment d'arriver justement au bon moment et que les entreprises ont plus besoin des compétences que vous formez, peut-être qu'il y a 3 ans ou 4 ans en arrière quand vous avez imaginé tout ça? Je crois que ça, c'est évident. Hein. Ouais. C'est pour ça c'est pour ça qu'on a beaucoup de partenaires, on a beaucoup de contacts, on a beaucoup d'entreprises qui nous marquent leur intérêt, qui sont prêtes à offrir des stages, qui sont prêtes à offrir des problématiques pour ces Transformative Project, et puis qui après sont prêts à accueillir ce type d'étudiants. Alors, qu'est-ce qui va se devenir? Nous, on veut que ces gens qui soient des acteurs du changement. Est-ce qu'ils vont être complètement recapturés par le modèle? J'espère que non. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les jeunes étudiants et aussi avec des exécutifs à un autre niveau. Je crois qu'il y a un vrai changement, mais il y a aussi probablement des pans de l'économie qui changent beaucoup trop lentement. Alors justement, parce que vous parlez du modèle recapturé par le modèle,
la question va peut-être être un petit peu compliquée, mais ce qui m'intéresse, c'est au fond, c'est quoi les compétences, à votre avis, des leaders de demain qu'on est en train de former et en quoi elles sont peut-être différentes des compétences dont on avait besoin dans l'ancien modèle. Je ne sais même pas si on sait d'ailleurs bien nommer l'ancien modèle et puis le nouveau modèle. Je sais que quand on avait commencé l'enregistrement au mois d'août l'année dernière, vous aviez parlé du terreau, justement de Carnegie Mellon dans les années 60, où il y a, j'imagine, déjà beaucoup d'interrogations sur le modèle à l'époque, parce qu'on sait que les années 60, c'était un peu une remise en cause du modèle dominant, du capitalisme, etc. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Jean-Pierre? C'est quoi qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il faut faire changer et quelles sont les compétences dont on a vraiment besoin et qui manquent peut-être? Le point de départ, quand même, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc ça, c'est la partie environnement, je dirais, la partie nature, changement climatique. Dans les années 60, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de ça parce qu'on ignorait. Et en fait, ces limites planétaires n'étaient pas atteintes. Donc il y avait de bonnes raisons de l'ignorer. Alors on pouvait peut-être prévoir que ça allait poser problème, mais il y avait... Alors qu'aujourd'hui, elles sont là. Et il faut absolument les respecter. Or, ça nous conduit dans un monde où, en économie, on dirait simplement les marchés sont manquants. C'est-à-dire qu'on est en économie de marché. Là, il n'y a pas de marché. On peut, et la perspective des années 60, c'est-à-dire faire en sorte que l'économie de marché fonctionne. C'est-à-dire, notamment, promouvoir la concurrence, promouvoir le fair play, promouvoir le respect des lois, et puis être très très bon pour créer de la valeur. Dans un contexte où quand on crée de la valeur pour une entreprise, on crée de la valeur pour la société. Et là maintenant, on a viré dans un monde complètement différent, où les marchés manquent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché pour la capacité de la planète à absorber nos émissions CO2, il n'y a pas de marché pour la capacité de la planète de maintenir sa biodiversité étant donné toutes nos activités. Donc il y a des marchés manquants, c'est ce qu'on appelle des externalités. Et dans ce contexte-là, qui est évidemment massif, il y a toujours eu des petits problèmes de pollution, plus ou moins gros, mais ici c'est vraiment planétaire, c'est des problèmes planétaires. Donc là, on est dans un monde complètement différent parce que tout d'un coup, non, on crée de la valeur pour une entreprise, c'est pas nécessairement créer de la valeur pour la société. Il y a un problème d'alignement entre l'intérêt privé et l'intérêt collectif. Alors, autant dans les années 60, en tout cas en tant qu'économiste, la vision c'est qu'il faut aligner l'intérêt privé et l'intérêt collectif, et puis à ce moment-là, on peut laisser faire les gens. Être créatifs et faire ce qu'ils souhaitent faire parce que les intérêts sont alignés. S'ils arrivent à créer de la valeur, c'est qu'ils créent de la valeur pour eux, c'est qu'ils créent de la valeur pour la société. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, on est obligé de réfléchir différemment avec un rôle pour le collectif qui est beaucoup plus grand que précédemment. La vision d'une économie de marché, c'est une vision où chacun peut décider ce qu'il fait, mais il est cadré dans ses décisions par un système de prix qui permet cet alignement d'intérêts. Dès le moment où on est dans ce monde avec marché manquant, d'externalités pervasives, on dirait en anglais, c'est-à-dire qu'ils sont partout, cet alignement n'est plus là, et donc il faut réfléchir différemment, notamment, on ne peut pas laisser chacun faire ce qu'il veut, que ce soit des individus, des consommateurs ou des entreprises. Il faut cadrer ça beaucoup plus. Le collectif a plus de place. Alors le collectif, ça veut souvent dire l'État, et l'État, ce n'est pas la solution magique. Donc souvent, ça veut dire des partenariats publics-privés. Alors nous, on est vraiment très, très orientés partenariat public-privé. On a l'impression qu'il faut que les entreprises, les consommateurs aussi, mais enfin parlons des entreprises, acceptent cette nouvelle dialectique et du coup fassent un pas en direction de ce collectif qui est typiquement représenté par l'État, mais ça peut être le canton, ça peut être la commune, et travaillent ensemble pour que les conditions soient le meilleur possible, notamment pour qu'on arrive à respecter les limites planétaires, mais pour ce faire, qu'on soit aussi innovateur que possible. Donc on crée les conditions nécessaires à l'innovation. Alors, une des difficultés aussi, c'est je crois qu'il y a beaucoup de labels, beaucoup de certifications qui sont en fait privées. Et pour les décideurs, c'est compliqué quand on parle de durabilité, de SG, des aspects sociaux, de se dire, bon, mais qu'est-ce que je fais dans cette forêt? Est-ce que dans la formation, vous donnez des repères aux étudiants aujourd'hui sur comment aider les décideurs finalement à se rassurer par rapport à cette diversité
Alors, on a des programmes de recherche pour essayer notamment de s'assurer que la Suisse, puisqu'on est en Suisse, qui est un tout petit peu en retard et qui pourrait être un avantage, adapte les réglementations qui en font plus de sens, notamment dans cette perspective de maintenir la capacité d'innovation. Mais au niveau de l'enseignement, je crois qu'on est plus à une attitude fondamentale, qui est de dire, là, il y a quelque chose qui n'est pas une réglementation bridante qui nous est imposée du dessus. C'est participer à un mouvement que nous devons prendre pour nous, que nous, en tant que futurs gestionnaires d'entreprise, on doit se positionner dans cette vision où on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir si on crée vraiment de la valeur pour la société, et pas seulement pour nos actionnaires. Et ça, c'est tout un mouvement. C'est-à-dire, au fond, le rôle d'une entreprise, c'est de résoudre les problèmes du monde, et en le faisant, de faire des profits. Ce n'est pas de faire des profits pour créer des problèmes dans la planète. Et donc, c'est cette perspective-là qui est plus fondamentale, à mon avis, que la réglementation. Pourquoi les étudiants sont encore un peu loin. Et elle est surtout... alors, la première chose à faire, évidemment, c'est d'être transparent, c'est d'être conscient, c'est de mesurer. Alors, on a beaucoup d'insistance sur la problématique de la mesure, dans les cours de comptabilité, dans les cours de finance. D'accord. Caroline, peut-être, tu disais, vous chouchoutez les étudiants. Alors... en fait, les étudiants, c'est quoi leur motivation quand ils viennent dans ce master? J'imagine évidemment d'avoir un super diplôme, mais il y a des motivations, j'imagine, plus profondes. Ou est-ce que peut-être quand ils rentrent des stages, qu'est-ce qu'ils vous disent des premiers contacts qu'ils ont avec les entreprises? Est-ce qu'ils se sentent bien à l'aise ou est-ce qu'au contraire c'est un peu dépaysant? Parce qu'entre l'enseignement et la réalité pratique des entreprises, il y a peut-être parfois... j'imagine un gap qui fait que peut-être un peu pas de désespoir, mais en tout cas de se dire, oh là là, le taf, le travail à accomplir est énorme. Non. Alors, la motivation des étudiants, je pense que elle diverge un peu en fonction du background qu'ils ont. Clairement, le fait que le master ait un fil rouge, et je dirais dans chaque cours quand même tout est autour de la durabilité, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est attractif pour eux. La plupart effectivement sont animés et ont envie d'être acteurs du changement, ont envie de participer à une meilleure société, une meilleure planète, et donc ils ont envie de se former là-dedans. Évidemment que les trois institutions que sont l'IMD, l'Université de Lausanne et les PFL restent aussi un point, je pense, très attractif pour eux. Pour les personnes qui ont un background plus économie et management, pouvoir collaborer et développer des compétences techniques, technologiques, évidemment, un atout énorme. L'apport des compétences de l'IMD en matière de leadership, de stratégie, effectivement, est unique. Et ça, on le voit, les étudiants le disent beaucoup en sortant du programme. En fait, la force, ce qui se passe dans les salles de classe de l'IMD, ce qui se passe avec les coachs qu'ils ont, avec les interactions qu'ils ont, est unique. Et en fait, on crée avec ce programme-là une cohésion dès le premier jour. Et ça, ils le disent, et ça revient dans tous les feedbacks qu'on fait avec les étudiants. La toute première semaine, quand ils arrivent de 10, 15, 20 pays différents, on les met ensemble pendant une semaine sur ce qu'on appelle l'Integration Week, a en fait une force énorme sur la durée des études. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui les attire. Après, évidemment que ce programme nouveau, j'ai envie de dire, leur permet d'acquérir des compétences dans un domaine qui est tout autre que celui qu'ils ont suivi jusque-là. Donc, ils se rendent compte quand même qu'ils développent un panel de compétences complémentaires et qui se disent, effectivement, sur le marché du travail, ils vont être encore plus forts et mieux placés. L'adaptation au monde de l'entreprise se fait au fond dès le début, mais très progressivement. Je crois que quand ils arrivent en emploi, on n'a pas encore pu tester ça vraiment, mais je suis presque sûr qu'ils sont prêts. Parce que déjà, au troisième semestre, lorsqu'ils ont ces Transformative Projects, moi, les projets que j'ai supervisés, ils sont chaque semaine en contact avec des gens d'entreprise. Et parfois, on voit qu'ils sont secoués, parce que c'est pas comme ça. Là, ils apprennent déjà. Là, ils sont secoués. Pourquoi? Parce que
tout d'un coup, dans un dernier projet, ils ont décidé ensemble, ils ont réfléchi à la problématique ensemble avec l'entreprise et le superviseur la semaine précédente. Et puis la semaine qui vient, on se rend compte qu'au fond, on a pris une mauvaise direction, donc on change complètement. Et on dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut... Et ça, je sais que pour des étudiants, ça les frappe parce qu'ils ont l'impression que si on leur a dit A la semaine précédente, c'est pas B la semaine suivante. Et puis alors on leur dit, mais voilà, on a appris quelque chose d'ici là et on change. Ouais. Et puis on doit se remettre en question et on y va. Donc on a dès le début. Puis après, ils ont 6 mois de stage qui évidemment, qui sont vraiment sur ce qu'on insiste, c'est vraiment des stages qui ont du sens. Ils ne vont pas faire des photocopies et des cafés. Ils travaillent sur des projets. Et là, ils sont aussi confrontés jour après jour avec le monde de l'entreprise. Donc quand ils arrivent en emploi, je pense que là, ils sont très bien équipés. Ouais. Vous pourriez illustrer un projet, je ne sais pas si vous pouvez parler des projets qui sont faits par les étudiants en entreprise, parce que j'imagine qu'il y a un peu de confidentialité, mais est-ce que vous pourriez donner un exemple sans forcément citer l'entreprise ou... Je peux citer l'entreprise, mais on ne va pas vous donner tous les détails. D'ailleurs, les détails, jusqu'à un certain point, en tenant compte des contrats de privacy sont sur notre site web. Donc moi, les deux projets que j'ai supervisés, c'est un projet purement financier où la fondation Lennartz a demandé à nos étudiants de se mettre dans la position du comité financier, mais en revenant l'entier du portefeuille sous l'angle de la durabilité. Et leur mission, c'est de proposer, nous, des changements dans le portefeuille qui feront que nous pourrons être fiers, en termes de durabilité, de la manière dont nous gérons et de nos allocations d'actifs. Donc, ils ont, pendant tout un semestre, ils ont eu toutes les données, ils ont eu tous les contacts avec tous les fournisseurs, et ils ont créé un rapport pour dire, voilà comment on devrait procéder à l'avenir. Ils nous ont proposé une méthodologie. Voilà les actifs que peut-être vous devriez vous débarrasser, et voilà peut-être d'autres actifs vers lesquels vous voudriez aller. Donc, voilà, ça. Et un deuxième projet que nous avons fait avec UBS, UBS nous a dit à ses étudiants, voilà, nous avons un portefeuille de prêts auprès d'agriculteurs suisses. Si nous voulons être net zéro, comme notre engagement est de net zéro en 2050, y compris ce qu'on appelle les Scope 3, c'est-à-dire les émissions en aval, aussi en amont, mais ici c'est en aval, c'est-à-dire que nos clients, les gens à qui nous faisons des prêts, doivent aussi avoir des émissions net zéro, en tout cas diminuer autant que possible. Comment est-ce qu'on fait? Parce que nous, UBS, voilà, on a l'énergie, la mobilité, les entreprises automobiles, tout ça, on compte bien. Mais les agriculteurs, c'est un portefeuille significatif, mais ce n'est pas un portefeuille avec lequel on a beaucoup l'habitude de travailler. Et alors, nos étudiants ont travaillé pendant un semestre, pour essayer de voir comment on pourrait, en gros, aider les conseillers financiers d'UBS à réfléchir ensemble avec les clients pour leur donner les moyens, les clients étant les agriculteurs, les donner les moyens de diminuer leurs émissions CO2. D'accord. Donc, dans les deux cas, c'est un peu mieux orienter les investissements ou les flux financiers. J'imagine qu'il y a eu aussi des choses sur la supply chain, par exemple, peut-être. Des choses complètement différentes. Alors, Caroline, tu peux... il y a eu quelque chose, par exemple, avec une maison horlogère qui cherche à trouver des alternatives au cuir pour les montres, pour le packaging, etc. D'accord. Donc là, c'était confidentiel. Donc même l'audience, lors des présentations, on aurait voulu savoir quel était l'élément gagnant. On ne sait pas, mais ils ont travaillé sur au moins 30 différentes options. Apparemment, le client... on a sélectionné quelques-unes. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut que ce soit le même look and feel que le cuir, que ça maintienne cette notion de luxe, de qualité, etc., tout en sortant du cuir et d'une option animale. Donc là, ce sont des projets qui sont très concrets. Je crois qu'apparemment, le client était aussi satisfait. J'avoue, personnellement, je suis un peu sur ma faim. J'aurais voulu savoir quelle était la solution. Mais voilà, confidentialité exige. On n'a pas su. La confidentialité dans le monde des affaires Exactement. Reste quand même importante.
Et alors, je vous ai demandé tout à l'heure les compétences des leaders de demain, enfin, ou d'aujourd'hui. En fait, il faudrait qu'on les ait aujourd'hui. Parfois, elles ne sont pas forcément là. Mais quelles sont les compétences, les 3-4 compétences, à votre avis, que les leaders de demain doivent absolument avoir? On a dit interdisciplinarité, peut-être que c'est une compétence, je ne sais pas. Ce serait quoi les autres compétences? Bon, d'abord, on ne renonce pas aux notions traditionnelles dans le management. Hein. Donc nos cours, on continue à avoir des cours de finance, des cours de marketing, des cours de comptabilité. On veut des gens qui soient compétents. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut résoudre les problèmes de la planète et puis faire des profits, parce que sinon on n'est pas durable. Donc là, on ne renonce pas à ces compétences, mais évidemment qui sont mises dans le contexte de ce contexte de notre monde, où il ne suffit pas de faire des profits, ça peut être un très mauvais signal plutôt qu'un bon signal. Alors, les compétences, effectivement, celles sur lesquelles il y a quand même des compétences de technique économique sur lesquelles qu'on va valoriser. Il y a une ambition, une connaissance de la situation de la planète que l'on va valoriser. Puis peut-être que celle qui est la plus caractéristique, c'est effectivement la notion qu'on ne va pas faire ça tout seul. Et que les solutions, c'est une combinaison de technologie et de comportement. Et donc, il y a une forme d'humilité et de capacité à accepter ce qu'on ne sait pas et aller le chercher chez son collaborateur ou son supérieur. Voilà. Et donc, cette notion de pouvoir dialoguer avec d'autres, prendre chez l'autre, apporter à l'autre, pour travailler en équipe dans une forte complémentarité, c'est peut-être l'élément sur lequel moi j'insisterai. D'accord. Moi, je pense qu'effectivement, la partie leadership, où effectivement les cours de l'IMD sont principalement, je dirais, designés sur 3 semestres, où ils commencent d'abord par voir personnellement qui ils sont, ce qu'ils souhaitent être et ce qui est pour eux un bon leader. Après, ils zoom out un petit peu, où ils regardent dans l'organisation, puis après, ils regardent en dernier au sein de la société. Et donc, effectivement, ça leur permet aussi d'avoir des compétences techniques avec l'économie, la finance, la technologie, mais en même temps d'avoir tous ces soft skills, en fait, qu'on essaye de développer sur l'ensemble du programme, qui sont, je pense, assez uniques, parce que c'est vrai que c'est assez rare dans nos universités de pouvoir commencer à travailler sur ces problématiques-là quand on a 23 ans. C'est souvent des cours, effectivement, qui sont donnés à des managers qui ont déjà plusieurs années d'expérience. Donc là, ils ont déjà cette conscience, en fait, managériale de qu'est-ce qu'un bon leader et quel impact on peut avoir sur l'équipe ou sur la société. Donc, oui, Jean-Pierre. Je pense que ce que Caroline dit est parfait. Hein, c'est-à-dire que et 2 fois tu dis l'IMD apporte beaucoup, mais apporte beaucoup parce qu'ils sont à côté de ce qu'on apporte du côté à l'EPFL et à l'université. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des cours qui, sur le plan conceptuel, intellectuel, sont absolument à la pointe, mais en même temps, on met en évidence cette nécessité des qualités humaines, des qualités de travail en équipe, qui seront déterminantes si on veut vraiment faire bouger les choses. Et ça, c'est absolument unique, effectivement, à ce niveau d'enseignement. Hein. Et donc, on a une autre forme de complémentarité entre nos institutions qui, je crois, apporte à notre diplôme quelque chose dont, effectivement, je ne peux pas voir qu'il n'y a aucun concurrent direct sur base de cette notion-là. Il y a des programmes de durabilité en management, mais avec cette notion, au fond, qui est insistante. On revient, c'est pas pour rien qu'on est ici, hein, Kindness for Business, c'est-à-dire les relations humaines, les qualités humaines sont essentielles si on veut faire bouger les choses. Je crois que ça, c'est vraiment totalement unique. Oui, alors en vous écoutant, puis il est un peu l'heure maintenant de conclure, mais en vous écoutant, parfois on est tenté de vouloir rejeter des éléments du modèle ou de rejeter certaines compétences. En fait, ce que je me dis, c'est que en fait, il n'y a rien à rejeter, il y a à compléter quelque part, et que c'est mettre des couches en plus pour venir répondre aux problématiques d'aujourd'hui, mais fondamentalement, ce qu'on a appris en management, ce qu'on a appris en finance, ce qu'on a appris en ingénierie, etc., tout ça, ça reste là, ça reste des éléments de base, des fondamentaux. Et puis, ce qu'il faut venir rajouter, c'est
des capacités de leadership, d'humain, une conscience aussi de l'impact qu'on a qui est peut-être un peu parfois perdu au seul profit de la valeur actionnariale. Et donc voilà, c'est à la fois un travail délicat de construire, de déconstruire un petit peu et de venir compléter. Donc bravo pour tout ce que vous avez mis en place, bravo pour cette première volet, pour cette première promotion. Et puis je ne sais pas si vous voulez dire un mot en conclusion, peut-être compléter ou quelque chose que vous auriez voulu dire dans ce podcast et que je ne vous ai pas laissé dire ou je ne vous ai pas posé la question, c'est le moment avant qu'on se quitte. Je crois qu'on a déjà fait un bon tour de la question et je crois qu'on est arrivé aux choses essentielles. Peut-être on peut ajouter que tout ça est un projet qui est en construction. Donc c'est des choses, on n'a pas la science finale, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel on travaille, avec les étudiants d'ailleurs, qui réagissent beaucoup. Donc ça, c'est au fond une vision assez participative. Les étudiants nous aident à faire avancer le programme, avec par exemple, je crois qu'une des choses qu'il peut dire, on peut ajouter, à un moment donné, ça ne va pas, il n'y a quand même que 24 heures par jour, donc il faut qu'on trouve des moyens d'y arriver. La complémentarité est une des choses qui est essentielle. On revient là-dessus. Par exemple, on a dit, mais au départ, si on met des étudiants en ingénierie d'un côté et des étudiants en économie de l'autre, est-ce qu'il ne faudrait pas donner des cours d'ingénierie aux étudiants en économie, des cours d'économie aux étudiants d'ingénierie pour qu'ils soient tous les deux au même niveau? Puis on s'est dit, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. On va se baser sur leur capacité à s'enseigner l'un l'autre. Et donc, on est là toujours dans la même idée, mais voilà, c'est un projet nouveau. On est à la première volet à terminer, la deuxième volet part sur les stages, la troisième volet a commencé. Donc, c'est un projet qui va continuer à évoluer sous la l'égide avec le soutien de Caroline. Merci Jean-Pierre. J'ai rien à ajouter, je laisse le mot de la fin. Merci. Ouais, alors mais en vous écoutant, je me dis, vous l'avez dit à un moment donné, l'humilité, et ça c'est ce que vous avez un peu complété là. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité d'abord de commencer les choses, et puis que c'est jamais fini et que c'est un chemin en fait. Donc bravo pour ce magnifique chemin que vous avez initié en équipe de façon interdisciplinaire, et puis bravo pour tout cet écosystème que tu construis tous les jours pour tes étudiants, Caroline. Merci à tous les deux. Merci. Alors merci à nos éditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout, et puis pour les étudiants qui pourraient être intéressés à rejoindre ce master, évidemment on vous mettra les liens en commentaire sur les différentes plateformes, et puis j'espère que vous aurez apprécié aussi ce nouveau format à la fois à 3 avec plus de dialogue et en vidéo. À très bientôt.